Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans détour sur Face Africa TV. Notre invité aujourd'hui est le docteur en économie fondamentale Bertin Corvi, lauréat du prix africain du mérite et de l'excellence, une distinction qui lui a été décernée par le prix africain du développement PADEV tenu du 15 au 18 septembre 2022 à Kigali au Rwanda. Un prix qu'il dédie à plusieurs personnalités du continent, dont certaines ne sont d'ailleurs plus en vie. Docteur Corvi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites à me recevoir. Alors, à l'actif de cette distinction, c'est les œuvres que vous promouvez à travers le continent pour le développement. D'abord, je voudrais que vous expliquiez à nos internautes, c'est quoi l'économie fondamentale? Merci beaucoup. L'économie fondamentale est une science humaine. Ça fait partie des humanités. D'aucuns diront une science sociale qui a pour fonction de prendre les ressources naturelles d'un pays pour satisfaire les besoins de la communauté qui y vit. Il se trouve très souvent, et même trop souvent à mon goût, que les besoins soient plus nombreux que les ressources disponibles naturellement. Ainsi donc, l'économie fondamentale a pour fonction d'initier d'activités, ce qu'on appelle la production, pour satisfaire les besoins qui n'ont pas trouvé satisfaction, les besoins qui n'ont pas trouvé de ressources. L'économie fondamentale a 7 fonctions. La première fonction, c'est l'énergie. Et quand on dit énergie, c'est lumière et eau. La deuxième fonction est celle de nourrir la population, donc la fonction alimentaire. Ça regroupe l'agriculture, tout ce que vous voulez. Tous les métiers de la bouche sont dans la fonction nourrir la population. La troisième fonction, c'est éduquer, instruire sa population. La quatrième fonction, c'est travailler à habiller la population. La cinquième fonction, c'est l'habitat de la population. La sixième fonction, ma foi, c'est la santé et le bien-être de la population. Et la septième fonction, c'est de mettre à la disposition du peuple le croire et le agir, ce que d'aucuns appellent aujourd'hui les religions. Nombreux croient que le christianisme, l'islam, même le judaïsme sont sortis ex nihilo. Non, ce sont des décisions politiques qui ont encadré le croire et le agir, parce que votre croyance va déterminer vos actions et vos actions vont déterminer vos habitudes. S'il y a une mauvaise interprétation de la croyance en Dieu, vous serez en mesure de faire des choses terribles. C'est ce qui malheureusement justifie aujourd'hui que d'aucuns fassent violence sur autrui parce qu'ils estiment qu'ils ne croient pas en Dieu en la façon dont il faut. D'aucuns assassinent pour défendre un Dieu parce qu'ils ont mal compris le message que ce Dieu-là certainement véhicule. Vous verrez des gens qui assassinent pour un Dieu miséricordieux et très miséricordieux. Comment vous pouvez justifier cela? C'est parce qu'ils ont été nourris, ma foi, à une doctrine qui est mauvaise pour la paix sociale. C'est de ce point de vue qu'en économie fondamentale, nous estimons que c'est à l'État de construire les lieux de culte, et mosquées, églises et même nos couvents. C'est à l'État de donner le message que les prédicateurs doivent suivre. Parce que si on laisse chacun faire sa prédication selon l'entendement qu'il a du reste des livres qui sont compliqués à comprendre, on va à la catastrophe. Même en Arabie Saoudite, au Maroc, en Tunisie, ma foi, les prêches de chaque vendredi sont fournis par le ministère des cultes. Et dans toutes les mosquées, c'est le même message qu'on donne. Et puis, on exige que les prédicateurs ne fassent pas la politique. Ils se connaissent peut-être en Dieu, ils ne se connaissent pas en interprétation des actions publiques. C'est un peu cela l'économie fondamentale. À côté de ça, il y a des besoins transversaux. La sécurité, par exemple, on en a besoin pour bien manger, pour bien dormir. On a les infrastructures de base. C'est-à-dire il y a des actions qui sont transversales pour pouvoir atteindre ces 7 fonctions-là. Voilà un peu l'économie fondamentale, ce que c'est. Alors, je sais que nous allons bien revenir sur l'économie fondamentale, mais en attendant, nous allons parler du prix que vous avez reçu à Kigali. D'abord, qui peut recevoir ce prix du mérite et de l'excellence qui vous a été décerné?
Bon, alors, moi, j'ai été surpris, même étonné, quand le PADEV m'a contacté pour dire qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux une bonne frange de mes publications. Ils ont vu aussi que cette fois-ci, ce n'est pas seulement les publications, mais on voit des terres qui sont défrichées. On voit des motoculteurs que je donne aux populations et le discours qui est suivi. Et c'est cela qui a décidé, ma foi, qu'il m'encourage pour me faire mieux connaître, afin que mon exemple serve à d'autres qui ont peut-être la même volonté, même plus de moyens que moi, mais qu'ils fassent peut-être la même chose, sinon mieux que moi. Quand vous offrez des motoculteurs pour réduire la pénibilité des travaux champêtres aux populations, en réalité, vous participez, ma foi, à faciliter la fonction se nourrir. Donc, ce sont les raisons qui ont justifié qu'il m'ait décerné ce prix. J'avoue quand même que déjà en 2014, l'économie fondamentale qui est née en Russie au Forum économique de Yekaterinbourg, en avril 2014, eh bien, en Russie, j'avais été déjà primé par rapport à cela. J'ai été primé en Bolivie, au Pérou, au Mexique, au Brésil le 11 janvier 2019. Et je crois qu'à l'époque, j'avais décidé même de ne plus me mêler des choses politiques au Bénin. Mal m'en a pris, j'ai continué. J'ai fini 6 mois de prison, n'est-ce pas? Bon, c'est une histoire, c'est une belle expérience. Mais enfin, l'économie fondamentale, le prix qui m'a été décerné, mais peut-être décerné si le collège du PADEV voit en vous que vous méritez une distinction, que ce que vous faites est au profit de la communauté et est désintéressé. C'est surtout cela. Je n'ai pas été distingué parce que j'ai pris l'argent public pour faire une action. Je n'ai pas été distingué parce que je suis riche et je donne des choses. Évidemment, il y a d'autres acteurs qui ont été distingués. Ah ben oui, il y a eu d'autres avant moi qui ont été distingués. Et avec vous aussi. Il y a d'autres aussi qui l'ont été encore ensemble avec moi cette fois-ci. Mais chacun a été distingué pour une raison particulière. C'est-à-dire, le prix dit toujours pourquoi on vous distingue. Alors, vous, vos actions, quelles sont vos actions concrètes? Ben, je viens de les citer. C'est que vous avez parlé des réseaux sociaux, mais bon, enfin, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Les actions concrètes, c'est déjà les motoculteurs que nous avons achetés sur fonds propres, que nous avons mis à la disposition des populations pour réduire la pénibilité des travaux champêtres. Je vous donne un exemple. Et je voudrais ici féliciter le président Patrice Talon et son gouvernement, mais surtout le ministre Gaston Dossoui. Les motoculteurs qui valent 2 millions à la SONAMA, Société nationale du matériel agricole, à Ouida, sont mis à 1 million moins 5 000 francs. À toute personne qui veut l'acheter, qui peut justifier de il est béninois. Nous en avons acheté déjà 5 que nous avons mis. Il y a un motoculteur à Kirou. Je n'ai pas de champ à Kirou. Il y a 2. Il y a un à Tangueta et un à Kobli. Je ne suis pas de Tangueta, je ne suis pas de Kobli. C'est sur propre fonds? Ben oui, sur propre fonds, sur fonds propres, oui. Parce que j'estime que si nous soutenons le président, si nous soutenons surtout consommons ce qui est produit chez nous, il faut réduire la pénibilité des travaux champêtres. J'en ai commandé en fait 20. Mais la guerre en Ukraine a fait que la SONAMA n'a pas pu acquérir certains intrants pour pouvoir produire ce matériel ici. Parce qu'à part le moteur qui vient d'ailleurs, tout est monté chez nous, dans leur usine de mécanique. Donc, j'ai déjà pris 5. 3 sont déjà livrés. Il y a 2 qui seront livrés bientôt. C'est sur fonds propres. Mais je voudrais rassurer les Béninois. Je ne suis pas devenu héritier. J'ai des partenaires à l'étranger à qui j'ai parlé. Je veux parler de la société Infinite Energy, LLC qui est aux États-Unis, Paul Jaikaran et d'autres personnes à qui j'ai posé le problème du besoin de réduire la pénibilité des travaux champêtres. Ils ne sont pas devenus non plus philanthropes. Ils sont intéressés par exemple par la filière piment chez nous et du soja. Je leur ai dit c'est très bien. Si vous voulez cela, aidez-moi à aider les producteurs à produire. Aidez-moi à mettre du matériel agricole à leur disposition pour faciliter la tâche à la production. Cette année, naturellement, on a demandé à personne de produire ni piment, ni soja. Mais ils sont de produire d'autres cotons, d'autres maïs.
Donc, c'est cet argument-là, parce qu'il faudrait que les gens comprennent quelque chose. La philanthropie à fond perdu, ça n'existe pas. Il faudrait que celui qui vous donne quelque chose gagne quelque chose en retour. Donc, mais la vie, c'est du donner. Donc, c'est cela. Mon but, que Dieu m'en donne les moyens et vie, c'est de pourvoir au moins à 10 motoculteurs par village, enfin, par commune où on produit. Ça fait 77 fois 10, ça fait 770. Si des Béninois peuvent nous aider financièrement, ma foi, oui, on le ferait. Aussi, autre chose qu'il faudrait clarifier ici. Ce ne sont pas des motoculteurs qui sont donnés à fond perdu. C'est mis à disposition. Vous savez, quand l'agriculture, la période agricole vient, des tracteurs viennent du Nigeria et viennent labourer ici l'hectare à 45 000. Et nos populations payent. Et c'est l'argent béninois qui va au Nigeria. Nous avons décidé de faire les mêmes labours, mais à 30 000 au plus 35 000, parce que nous gardons toujours la nue propriété et le paysan a l'usufruit, c'est-à-dire l'utilisation. Donc, on leur laboure les terres et on s'engage à ce qu'ils payent à la récolte. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous faisons tout pour que la récolte soit bonne, afin qu'ils puissent honorer leur engagement. Et puisque, à un moment donné, il n'y avait pas assez d'engrais, nous avons recouru au ministre du Développement, Ablaye Biakani, qui s'en est ouvert au ministre Gaston Dessouy, qui le lendemain a résolu le problème de disponibilité d'engrais un peu partout. Donc, c'est un peu cela. Il ne faut pas que les gens croient que je suis devenu héritier et je jette l'argent. Non, ce n'est pas ça. Alors, quelle est la part qu'apporte ce prix à votre engagement pour le développement? Mais ce prix m'encourage à aller loin. Ce prix est une invitation à faire plus que ce que nous faisons déjà. Et ce prix est une responsabilité. Avant de venir ici, j'ai pris la peine d'aller voir le ministre Gaston Dessouy, à qui j'ai présenté le prix, parce que j'estime que si on devrait honorer quelqu'un dans le gouvernement, c'est d'abord lui, pour ce qu'il met en place par rapport à la fonction de nourrir la population dans les fonctions de l'économie fondamentale. Il fait bien, il faut le dire, et je devais aller le voir, lui présenter le prix, ce que j'ai fait. Donc, c'est une responsabilité. Je vais rencontrer très prochainement le ministre d'État, chargé du développement, Ablaye Biakani, pour le programme de développement, ça y est, qu'il conduit, pour lui présenter aussi le prix. Le développement, ça y est, qui, ma foi, à cet instant au Bénin, applique 4 des 7 fonctions de l'économie fondamentale comme nous l'avons conçu, ce qui n'est pas déjà mal. Et très bien d'ailleurs, dans beaucoup de pays, c'est à peine 2, 3 qu'on applique. Ils sont déjà à 4. Je souhaiterais qu'on aille au 7. Pourquoi, par exemple, le 7e? Aujourd'hui, dans toutes les rues, il y a des églises. Chacun se lève et dit que Dieu lui a parlé, veut créer une église. Bon, on a des gens qui ont des mosquées parce qu'ils ont de l'argent chez eux. En avant le terrorisme. Parce que le message qui est dit là-bas n'est entendu par personne, vous comprenez? Donc, la plupart de nos pays n'appliquent pas la fonction 7 de l'économie fondamentale. Le Rwanda le fait aujourd'hui, heureusement. C'est pas cette fonction déjà? La fonction, c'est que l'État contrôle, l'État guide et dirige le message spirituel qui doit être, enfin, le message religieux qui doit être dit publiquement. Mais est-ce que là, nous sommes encore dans la laïcité? Oui, on est dans la laïcité. Parce que la laïcité, c'est pas qu'on dise ce qu'on veut. Si vous avez une église, par exemple, qui enseigne à ses ouailles, qu'il faut prendre la femme d'autrui. C'est la laïcité qui permet ça. Vous voyez des églises, attendez, vous voyez des églises où on amène des femmes qu'on dénude devant tout le monde, qu'on les lave. Et il y a même des églises. On a ça sur les réseaux sociaux, je n'ai pas entendu. Voilà, ça c'est les réseaux sociaux, ça peut ne rien avoir. J'ai dit, c'est la réalité, c'est filmé. Et je crois que je sais de quoi je parle, informez-vous. Alors, ça peut être des mises en scène. J'ai dit, même si c'est une mise en scène, on ne peut pas faire une telle mise en scène publiquement. Il faut punir ceux-là. Allons-y. Bon, donc, quand vous avez un pasteur qui entre dans un seau d'eau, qui se lave et qui fait boire son eau à ses ouailles, le message du croire, c'est important. Vous savez, c'est la programmation neurolinguistique, les paroles spirituelles, enfin religieuses. Ce n'est pas la spiritualité. La laïcité respecte la spiritualité. Chacun a droit de croire à sa façon.
mais dans son coin. Mais dès que vous pouvez réunir des gens publiquement pour leur donner un message de foi, de croyance, ça doit être contrôlé par l'État. Sinon, vous irez à la catastrophe. Moi qui reviens du Rwanda, je suis allé m'incliner sur une fosse commune de 288 000 personnes. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Un message à la radio, à la télévision, dans les églises, qui a convaincu des gens à prendre les armes pour tuer leurs prochains. Là, c'est un autre problème, c'est une histoire triste. Nous n'allons pas repartir dessus. Vous avez dédié ce prix à plusieurs personnalités africaines, dont certaines ne sont plus en vie. Pourquoi? Quelle a été leur part dans cette distinction que vous avez reçue? Mes camarades de classe de l'Institut national d'économie, INE, se souviennent que ma décision publique d'entrer en politique a été prise un 10 janvier, non c'était un 14 janvier 1994, où j'ai vu le président Nicéphore Dieudonné Soglo revenu de Dakar après avoir signé l'acte de la dévaluation du franc CFA. Et il caressait la tête de son petit-fils à la télévision. Moi qui ai fait l'économie, nous étions toujours en classe d'économie, je savais ce que la dévaluation du CFA créerait à nos populations. Pas qu'en soi, en tant que notion économique, cela soit mauvaise, mais c'est que nous ne remplirions pas les conditions pour qu'une monnaie faible nous serve à quelque chose, puisqu'on importe tout de l'étranger. Je me suis dit, tiens, c'est parce que ce monsieur ne sait pas ce que va souffrir le peuple qu'il a fait ça. Et j'ai décidé, j'ai dit à mes camarades, j'entre en politique pour être président un jour, afin que de telles choses ne se passent pas quand j'aurai un certain âge. Est-ce que j'ai eu raison et j'ai eu tort? J'en sais rien. Toujours est qu'ils le savent. Et j'ai décidé de servir d'autres présidents pour apprendre de leurs erreurs et de leurs réussites. J'ai commencé avec le président Denis Sassou Nguesso. 1994, 1996, j'étais déjà en contact avec Denis Sassou Nguesso. En 1997, je l'ai servi. Et j'ai pris des expériences chez lui. Nous avons échangé souvent et ces idées qu'il voulait m'ont marqué. Je ne peux pas ne pas reconnaître que le comptant d'abord sur nos propres forces, de Mathieu Kérékou, moi qui ai fait l'école nouvelle, je ne peux pas dire que cela ne m'a pas influencé. Le président Papa Yassingbe Eyadema m'a reçu le 16 juillet 2004 de 18h à 19h. Une audience prévue pour 15 minutes, il n'a pas voulu que je m'en aille. Alors qu'il y avait une queue de personnes qui attendaient, plus importantes que moi. Quand le protocole vient, il dit non, je n'ai pas fini. Chez lui, l'audience, c'est souvent 5 minutes. Si en 5 minutes, tu n'as pas tout dit, et on te soulève ou tu t'en vas. Il m'a accordé 1 heure de temps. Je suis aussi allé lui dire mon désir d'être président un jour dans mon pays. Et à partir de mon pays, faire aussi d'autres choses pour l'Afrique. Soyez patient, j'en viendrai. Je sais que le temps nous est compté. Mais ce monsieur, quand il m'a écouté, il m'a dit, mon fils, vous paraissez assez intelligent. Et c'est bien. Il m'a conseillé une chose. Il dit, dans le christianisme, dans le vaudou, ou même dans l'islam, arrangez-vous pour avoir une connectivité au divin, pour que si on appelle votre nom le matin, vous ne mouriez pas le soir. Et quand on appelle votre nom le soir, vous ne mouriez pas le matin. Première condition. Deuxième condition, il m'a recommandé que moi qui critique ce que les autres font, vous savez, je suis né avec l'esprit critique, peut-être que j'en suis toujours pas guéri. Il m'a dit, vous qui critiquez ce que d'autres présidents ont fait, et vous êtes économiste, écrivez-nous un guide, une théorie qui permette à ce que l'homme qui prend le pouvoir puisse avoir les pas à poser pour atteindre les objectifs que vous semblez vouloir pour l'Afrique. Et il a ajouté ceci. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, l'impérialisme qui nous met pression n'aura plus la même force. Et vous pourriez ouvertement dire ce que vous me dites là. Parce que si aujourd'hui, moi, je tiens ce discours-là, le lendemain, on va payer les Togolais pour se révolter, pour qu'on me chasse du pouvoir, ou bien même m'assassiner. Ceux qui ont tenu des discours moins durs que ce que vous dites, on a vu comment ils sont morts. C'est pour vous dire que parfois, on croit que nos chefs
n'avait pas une vision, mais il avait, même le contexte ne s'y prêtait pas. Donc, l'économie fondamentale m'a été encouragé, recommandé à écrire, il ne l'a pas appelé l'économie fondamentale, par le président Gnassingbé Eyadema. Et d'ailleurs, après avoir vu le président Patrice Talon, à qui je vais lui présenter le prix, j'irai voir le président Faure, à qui je vais présenter le prix, et demander qu'il m'accorde la faveur, la grâce d'aller au mausolée de Papa Gnassingbé Eyadema pour lui dire, papa, ce que tu m'as dit est finalement devenu une réalité. On a même imprimé ça au Bénin. Je terminerai en vous disant que mon fils, qui s'appelle Triomphant, est né justement le 16 juillet 2004. J'ai reçu l'appel et 5 minutes après, j'entrais en audience chez Eyadema. Et j'ai souri, il dit, mais qu'est-ce qui te rend content, mon garçon? J'ai dit, ma femme vient d'accoucher d'un garçon et c'était une grossesse difficile. Il m'a dit, tiens, il a triomphé. On va l'appeler Triomphant. C'est lui qui a fait que j'ai appelé l'enfant Triomphant Yenoukoumé. Il vient d'avoir son bac avec mention. C'est vous dire que oui, Eyadema en a été pour quelque chose. Il y a Barthélemy Boganda qui est mort par crash en 1958. Il tenait pratiquement les mêmes idées, à la différence qu'il avait, lui, 5 verbes. Il disait qu'il fallait qu'un homme d'État conjugue 5 verbes pour le développement de son pays. Il est mort en 1958. Donc, quand je suis allé en Centrafrique, j'ai découvert que je n'inventais rien. En réalité, et même, je vous le dis, je n'invente rien. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Alors, on ne peut plus inventer la roue, mais on peut proposer une autre façon d'utiliser cette roue-là. Et c'est ce que je propose. Il y a, j'ai déjà dit, le ministre Gaston de Souris, il y a le président Patrice Talon, qui a décidé, lui, de faire les actions transversales de l'économie fondamentale avant même de choisir les pas. Parce que les Béninois vont dire, on ne mange pas, on ne mange pas. Mais même quand on construit l'économie fondamentale, il faut construire routes, il faut construire hôpitaux, il faut construire beaucoup d'infrastructures. Donc, ce sont les besoins transversaux. Il faut la sécurité. Donc, le Bénin est en train de mettre en place cet aspect-là, ma foi, avant d'arriver à d'autres. Mais enfin, on fait déjà au moins 4 qui transparaissent dans ce qui se fait. Il y a enfin le président Obiang-Nguema Bazogo, qui a été mon patron durant 7 ans en Guinée équatoriale, qui est docteur honoris causa des universités d'économie de Russie, ma foi, qui a un discours qui me plaît bien, qui transparaît aussi dans ce que je propose. Donc voilà, si j'ai oublié certains, c'est possible, mais enfin l'essentiel, ce sont ceux-là qui sont nommés. Et pour moi, les morts ne sont pas morts. J'en terminerai en disant que dès que je suis revenu de Kigali, je suis allé présenter mon trophée à nos aïeuls qui sont morts déjà, à nos parents qui sont morts, parce que les morts ne sont pas morts. Et avant que je ne présente ce trophée aux vivants, je l'ai présenté d'abord aux morts béninois. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'économie fondamentale est une théorie africaine? Non, si je dis que c'est une théorie africaine, je serais prétentieux. C'est peut-être une théorie que l'Afrique revalorise, relance. Mais en réalité, toute économie est née de l'économie fondamentale. Toute économie, oui. Mais attendez, c'est parce que l'Afrique est au Moyen-Âge économique de l'Europe, des États-Unis, que l'économie fondamentale apparaît comme quelque chose de nouveau. Si vous allez en Europe, ben vous verrez qu'ils s'arrangent à ce que 70% de ce qu'ils doivent manger dans leur pays soit l'activité, le fruit de l'activité à l'intérieur du pays. Aux États-Unis, qui prônent le libre arbitre, le libre échange, vous ne pouvez pas traverser la frontière américaine à part du Canada avec le lait canadien. On te verse ça par terre. Mais si toi, tu bois le lait canadien, là, qui va boire le lait des États-Unis? Donc, voilà un peu. Et il s'arrange. Protectionnisme. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est vous qui prenez ça de cette... Ce n'est pas du protectionnisme. Ils ne refusent pas d'échanger les technologies. Ils ne refusent pas d'acheter d'avions du Canada, les ordinateurs. Mais le lait, mais ce qui va dans le ventre est perdu le lendemain. Et ils permettent 30% quand même d'échange. Quand, normalement, dans un pays où vous voulez vite vous enrichir, c'est 90%. Mais 70%, ça suffit déjà. Vous devez produire 70% de vos besoins pour avoir de l'indépendance, la souveraineté sur votre pays. Je vais vous donner un exemple. L'Inde vient d'annoncer
qu'elle ne veut plus exporter son riz parce qu'elle n'a pas produit assez. Le Togo crie déjà pour dire qu'il y aura possibilité de pénurie de riz. Vous trouvez ça normal, vous? Le Nigeria, non pas le Nigeria, le Bénin sera affecté. Mais le Togo a des terres pour faire du riz très fertile. Alors donc, voilà, il faut faire très attention. Une petite guerre en Ukraine et nous crions la famine en Afrique. Vous trouvez ça normal? Là, vous voulez dire que la mondialisation, finalement, n'est pas opportune? La mondialisation ne voudrait pas dire qu'on mange dans la poubelle des autres. La mondialisation veut que nous puissions acheter des autres ce qu'on ne peut pas produire chez nous. La technologie, la science. Mais vous ne pouvez pas aller importer. D'abord même, c'est ce qui est curieux, on importe la religion, le croire et le agir. On importe la nourriture. Mais si vous prenez tous les poulets pourris qu'on vous amène du Brésil et d'ailleurs, à vil prix sur nos marchés, et nombreux croient que c'est moins cher. Non, le poulet importé n'est pas moins cher, même si son prix unitaire est moins que le prix du poulet local. Pourquoi ce n'est pas moins cher? Ça coûte le chômage à un producteur potentiel de poulet chez vous. Quand vous mangez un poulet étranger, là, c'est du chômage que vous imposez dans le secteur. Et à la fin, vous viendrez dire qu'il n'y a pas d'emploi concret. Le poulet étranger semble moins cher parce qu'en réalité, notre CFA est artificiellement élevé à cause de son arrimage automatique à l'euro. Donc, le poulet importé détruit la filière poulet dans nos pays. Je voudrais prendre par exemple le achuta, les vêtements, la friperie. Moi, président, et j'ai été heureux quand les Rwandais ont dit que dans leur zone, c'est interdit la friperie. Il y en a même qui importent les dessous de femmes en friperie. Ce n'est pas normal, mais si vous achetez de la friperie, mais le couturier, le tailleur béninois, ou les clés d'emploi, où je me rappelle les jeunes filles de mon époque, mais ma foi, s'habillaient chez un couturier. Aujourd'hui, on est allé à Topa ou bien à Misebo. On achète des trucs à vil prix, seconde main. Non, ça tue l'économie de l'habillement chez nous. Et c'est de l'emploi qui est perdu. À l'époque, on parlait de CRC, non? Quand une fille, on veut lui envoyer dans un métier, c'est coiffure, couture et quoi encore? CRC, c'est trois. Les trois, c'est coiffure, couture et cuisine. Elle apprenait la cuisine, ou bien la coiffure, ou bien la couture. Aujourd'hui, tu fais la couture, la machine est à la maison, il n'y a pas de clients. Les clients sont servis par la friperie à vil prix. Heureusement, et je ne vous l'apprends pas, vous le savez, à la zone franche industrielle de Golo-Digbe, il y a des usines qui produisent déjà des vêtements. À partir du tissu, d'ailleurs qu'on importe pour le moment, mais ils sont de mettre une usine sur place pour produire du tissu à base du coton béninois. Ce qui fait que le coton béninois devient, ma foi, un produit économique. Mais il y a peu de temps, le coton béninois ne nous servait pas à l'économie fondamentale. Mais les problèmes que vous avez à énumérer, qui sont quand même communs au continent, qui est responsable? À qui la faute? La faute est d'abord à nos responsables politiques. Puis ce sont eux qui décident de la politique économique de nos pays. Mais aussi, ce n'est pas leur faute. C'est la faute à nous, économistes. Vous savez, il n'y a pas d'école où vous allez faire l'économie fondamentale à l'université. J'ai d'abord fait un doctorat en économie, comme la plupart des autres, avant de commencer à faire des recherches sur l'économie fondamentale. Parce que je me suis retrouvé confronté au problème de, malgré le diplôme, on ne trouve pas d'emploi. Mais au Bénin, et dans la plupart des pays africains, je prends le cas du Bénin, il y a 3 millions de Béninois qui sont surformés, surqualifiés. Mais l'administration directe ou la politique ne peut pas engager plus de 100 000 personnes. Il y a 3 millions. Mais ma foi, vous voulez qu'ils trouvent l'emploi là-haut? Ce sont eux-mêmes qui doivent créer leur emploi. Et pour qu'ils puissent créer d'emplois, il y a des possibilités dans le tourisme, il y a des possibilités dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire, les nouvelles technologies, le web TV, tout ce que vous voulez, et d'autres secteurs. Mais à quoi on forme souvent nos enfants? Vous les voyez bombant le torse, ils disent, j'ai un master en ressources humaines. Ils sont tellement nombreux.
Mais ma foi, tu vas gérer ta femme et tes enfants, comprendre la vie, c'est tout. Tu n'auras pas d'emploi. Mais vous les voyez, ils sont tellement nombreux. J'ai fait banque et finance. Combien de banques on a? Vous croyez qu'on a besoin d'aller faire 3 ans, 4 ans à l'université pour venir être caissier? Pour recevoir quelqu'un à la réception, à l'accueil à la banque? Même avec un BPC, ça suffit. Donc, on forme quelqu'un qui est sur une île. Je prends l'exemple de Gambier. Oui. Attendez, non, laissez-moi finir, c'est plus important que tout. Quelqu'un à Gambier, on le forme à la chasse, alors qu'il est au milieu de l'eau. Il sort, il est premier de sa classe, il ne peut pas utiliser quoi que son diplôme et ses connaissances. Quelqu'un à Niki, on le forme à la pêche. Ben, il est premier de sa classe. Il n'y a pas adéquation, formation et possibilité économique dans son environnement. J'en aurais terminé en vous disant aussi que les autres responsables de ce qui nous arrive, c'est la Banque mondiale et l'FMI, dont les cadres nous amènent des théories économiques qui sont vraies en Europe, aux États-Unis, partout, parce que ceux-là ont déjà construit les fondamentaux, la base d'une économie. Alors, même si vous estimez que l'économie fondamentale n'est pas une théorie africaine, mais est-ce qu'on peut faire le lien entre l'économie fondamentale et le panafricanisme? Pas du tout. Parce que, ma foi, moi j'ai eu l'insigne honneur, et j'en suis fier, de rencontrer le président Poutine, après que j'ai parlé de cette théorie et de cette fonction au Forum économique Europe-Asie de Ekaterinbourg. Le 26 avril 2014, le président Poutine m'a accordé une audience et m'a écouté. Quand j'ai écouté Donald Trump dans son histoire de America First, oui, eh ben, il voulait reconstruire l'économie fondamentale des États-Unis. Par contre, on peut se réjouir que ce soit un Africain qui en fasse la promotion aujourd'hui. Mais puisque je n'aime pas les honneurs indus, je ne veux pas venir dire c'est un Africain, c'est un Africain. C'est une théorie qui passe dans la tête de tout le monde entier. Si on revient à l'économie fondamentale, on n'aura plus d'aucun qui croule sous le poids de la richesse et d'autres qui mangent de la poubelle. Ce monde est assez riche pour que chacun puisse vivre heureux et réussir sa vie pour peu qu'il travaille. Par contre, j'avoue qu'il y a des relents et j'entends des brins de la théorie de l'économie fondamentale dans ceux qui se réclament panafricains, qui font des luttes. Oui, je vous ai dit que c'est la roue. On ne peut pas la réinventer. Donc, chacun peut l'utiliser selon à sa façon. Mais c'est une théorie qui est universelle. Et ma foi, je vous donne un exemple. Pour faire l'agriculture, j'entends beaucoup de pays crier agriculture, agriculture. C'est très bien. Mais c'est de la responsabilité de l'État d'aménager, viabiliser les terres agricoles et les mettre à disposition des paysans qui produisent et qui remboursent l'investissement initial. On ne le fait pas, mais on est à la télé à inviter les paysans à faire l'agriculture, à augmenter leur production. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est l'État qui fait la route, c'est l'État qui fait les hôpitaux, c'est à l'État d'aménager, viabiliser les terres agricoles et les partager aux populations. Le président Yahi Boni avait coutume, il ne l'a pas inventé, hein? C'est une citation d'auteur inconnu. On dit, là où va la route, va le développement. Et nombreux vous ressassent ça tous les jours. Ils croient que parce qu'ils ont fait pont et chaussée, goudron, eh bien le développement va au village. C'est faux. Vous amenez une belle route qui va tuer même des populations appauvries par l'accident que ça crée par les voitures qui filent, mais vous n'amenez pas le développement tant que vous n'avez pas aménagé les terres vides qui parcourent le long de cette route-là. Il faut les aménager, les viabiliser. C'est ainsi que vous allez faciliter la production agricole à ceux qui vivent le long de ces routes-là. Ils vont produire assez et la route va leur servir, ma foi, de transporter leur production et la route devient justement un instrument de développement. Alors, est-ce qu'en Afrique, ce sont les théories économiques qui manquent ou la volonté? C'est d'abord la théorie économique qui manque, parce que la volonté ne manque pas aux Africains. J'ai quand même travaillé avec 7 différents présidents et il n'y a aucun président qui ne veille pas que son pays se développe. Non, c'est faux. Mais on vous amène un petit qui est resté à la Banque mondiale, l'FMI aux États-Unis. Il vient, il ne sait même pas vos réalités. C'est lui qui veut vous dire les théories. Ce n'est pas l'enfant qui montre son oncle à son père. Donc quand vous amenez un étranger qui ne connaît pas vos réalités, il ne connaît pas votre histoire, votre sociologie, votre psychologie, il ne peut pas vous proposer quelque chose qui marche.
Donc, ce n'est pas la volonté qui manque, c'est la théorie. Et nombreux confondent l'économie à la finance. Et ils confondent l'économie à gagner de l'argent. Le tout n'est pas de gagner de l'argent. Le tout est de gagner l'argent ensemble, de créer d'opportunités d'activité afin que chacun puisse participer à la richesse communautaire. C'est ça l'économie. Alors, et les présidents auprès desquels vous avez travaillé, qu'avez-vous changé concrètement? Nombreux ont compris. Je vais prendre la Guinée équatoriale en exemple, aussi simple que ça. Depuis 2014, quand je suis revenu de la Russie, parce que la théorie a pris forme totalement en 2014, j'ai fait en sorte qu'il y ait le forum économique de Malabo, où beaucoup de personnes sont venues. Et j'ai travaillé avec d'autres économistes équato-guinéens sur la diversification de l'économie équato-guinéenne. Je dois avouer que j'y suis pas parvenu, parce que tout ce qu'on a dit a été un discours, et par la suite, c'est à la télévision qu'on demande aux populations d'aller faire le champ. Et j'ai toujours estimé, moi, que ce n'est pas la population, c'est à l'État d'investir dans ce sens. Une chose est de parler aux leaders, une autre est que la population comprenne et même que les ministres comprennent. Et ce n'est pas seulement à Guinée équatoriale. Si j'en suis venu à me dire, je dois commencer par appliquer moi-même ce que je dis. Présentement au Bénin, j'ai 103 hectares à Tanguieta. J'ai des hectares ici au sud pour faire le manioc. À Tanguieta, vers Tayakou, j'ai cessé, je n'ai pas continué tout simplement parce que la zone est devenue une zone rouge. Mais présentement, en Côte d'Ivoire, je suis en train d'exploiter 500 hectares de terre que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a bien voulu mettre à ma disposition. Attention, ce n'est pas un don, c'est un contrat de location. Et je rembourse chaque année la location de la terre. Et c'est la même chose. Je voudrais dire à ceux qui veulent faire le champ, qui croient qu'ils doivent aller acheter des terres, ils se trompent. On n'achète pas des terres pour faire l'agriculture. On les loue ou bien on vous les prête gratuitement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'argent a pris le pas. Donc, soyez prêts à payer le fait que vous utilisez la terre pour 12 mois. Donc, j'ai 500 hectares à 195 km de Abidjan vers Yamoussoukro. À Dabou, la zone de Atcheke, j'ai 100 hectares. J'ai déjà planté 20 hectares de manioc, Yassé. Je suis en train aussi de planter présentement même 50 hectares vers la route de Yamoussoukro. Mais je dois avouer que c'est beaucoup d'argent. Et je ne suis pas héritier. À part First Afrique, j'ai eu aucun Béninois, aucun qui ait sponsorisé ce voyage. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à mon retour, tout ce qui a comme Web TV, qui m'a dit non, quand on vient parler, j'ai dit non, j'irai d'abord à First Afrique Web TV. C'est malheureux, c'est triste. Les autres, je n'étais pas le seul nominé. Il y en a à qui c'est leur pays qui a payé leur voyage. Mais moi, je ne regrette rien. Parce que peut-être que j'aime d'autre part mes prises de position. Pourquoi pas, j'en paye. Mais j'ai eu aucun sponsor. Si ce n'est pas First Afrique Web TV. Je suis heureux d'être ici. Et j'ai décidé de venir vous montrer justement le prix et parler chez vous avant d'aller ailleurs. Et je vous le garantis, j'ai obtenu du PADEV, du Prix africain de développement, que l'édition de 2023 se fasse à Malabo. Et j'irai très prochainement voir mon père, le président Obiangema Bazoko. Il en sera le parrain. On l'a déjà même nominé pour l'année prochaine. Et je ferai qu'on invite officiellement, attention, un contrat, si vous n'êtes pas trop gourmand non plus, pour que vous couvriez cet événement-là, parce qu'on a besoin de plus de professionnalisme. Il faut que ça passe directement sur YouTube, sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux à la fois. Mais un informaticien qui est dans les médias, l'un des meilleurs chez nous, dans le Web TV, il a quand même pas en parler, quand très peu savaient ce qu'on appelle le Web TV, qu'il puisse lui-même venir couvrir l'événement avec vous, par exemple, pour vous faire de la visibilité. Et si ça peut rapporter de l'argent, je serai fier et heureux qu'un Béninois aussi qualifié soit à cette position-là. Et je profite pour demander au gouvernement. Il y a un Web TV ici, First Africa Web TV, mais que vous pouvez utiliser pour communiquer. Regardez le matériel. Et il faut qu'ils aient des contrats afin de rentabiliser et de faire mieux pour le pays. Si vous ne les appelez pas, ils finiront pas fermer, aller s'installer ailleurs. Alors, à vous entendre, hein, M. Korovi, oui. Vous bénéficiez de la confiance des chefs d'État, que ce soit de la sous-région ou d'autres coins du continent.
Comment avez-vous acquis cette confiance? Ah, ça, je ne peux pas savoir. Je dois vous dire que je crois que ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Parce que la façon dont j'ai connu le président Denis Sassou Nguesso qui a été le premier, c'était en 1997, je vivais encore à Papa de demain. Je vendais chez Chicoré Leroux un 31 décembre 2015. Et quand j'ai rencontré quelqu'un à qui je voulais vendre Chicoré Leroux, il m'a dit, mais toi, tu ne fêtes pas un 31. Je lui ai dit, mais je n'ai pas les moyens de m'offrir une fête. Vous êtes à la main, je vous vends. Donc, c'est lui qui a remarqué que je ne suis pas con, qui m'a dit, mais tiens, j'ai mon oncle qui a besoin de jeunes comme toi pour encourager d'autres, pour être source de motivation à d'autres. Bon, donc c'est l'histoire. Donc, ça a commencé par là. À chaque fois, ça a été une grâce. Mais la grâce n'est soutenue que par le travail bien fait. Vous m'avez écouté, je ne suis pas con. Je sais de quoi je parle. Donc, si vous avez un peu de grâce et un peu de savoir-faire, l'univers intelligent vous ouvrira les portes. Vous estimez que les programmes de formation ne sont pas adaptés aux réalités sur le terrain? Est-ce à dire qu'il faut tourner au programme actuel en cours d'enseignement? Alors, je ne demande pas qu'on tourne dos à l'universalisme. L'UNESCO donne son programme, ce qui est bien, mais il faut former en tenant compte de nos besoins, de nos réalités. Mon propre fils voulait aller faire économie. Je lui ai dit, mon garçon, non, tu iras faire quelque chose qui a trait à l'agriculture. Pourquoi? Mais tout ça parce que c'est là où il y a l'argent demain, c'est là où il y a d'opportunités. Et je suis même allé à la Sonama pour demander qu'on me le prenne comme stagiaire et qu'on le fasse souffrir pour qu'il sache que la vie est compliquée. Bon, il a eu la chance, la Sonama n'a pas pu vite les appeler et curieusement, il a eu la bourse dans le secteur que je veux. Moi qui suis en train d'investir dans l'agriculture et dans la mécanisation, ben, lui qui sort de là-bas pourra facilement continuer les œuvres que je commence. Mieux, mais les nouvelles technologies. Aujourd'hui, celui qui va apprendre et il dit, je suis traducteur. Je dis, mais mon garçon, tu es voué au chômage. Mais tu prends ton iPhone ou bien ton Android, mais tu traduis du français à l'anglais. Il y a des métiers qui vont mourir bientôt. Donc, il faut se former aux métiers de l'avenir. Aux métiers où tu sers à quelque chose à quelqu'un. Mais regardez nos petits qu'on appelle Gaïman. Bon, ils utilisent mal leurs connaissances informatiques. Mais à la fin, il faut les recadrer dans une activité qui soit légale. Sinon, ces petits-là sont très bien formés. Ils peuvent rester ici et faire croire à un blanc qu'ils sont chez lui. Ah ben, il faut qu'ils apprennent à faire le télétravail, etc. Il y a d'opportunités où tu restes au Bénin, tu travailles aux États-Unis. Tu restes au Bénin, tu vas aux États-Unis. Les nouvelles technologies ont, ma foi, une opportunité. L'agriculture, une opportunité. Le tourisme, une opportunité. Il faut reformer nos gars. Maintenant, on aura besoin forcément d'avocats. On aura besoin de philosophes. Il faut que l'État choisisse un certain nombre. Pas que tout le monde aille à Calavi, il a fini le bac, il va dire je fais sciences géographie ou bien comment vous appelez ça, sciences éco ou bien géographie. Non, mais ils sont tellement nombreux que tu te dis mais ils veulent faire quoi à la fin? On ne peut même pas les prendre pour l'enseignement, ils ne sont pas enseignants. Ce n'est pas parce que vous parlez français que vous pouvez enseigner. Pour enseigner aux adultes, il faut l'andragogie, aux enfants, il faut de la pédagogie. Et vous les retrouvez, vacataires, ils se plaignent, ou bien aspirants, ils se plaignent. Ils ne sont pas enseignants. Donc, il faut revoir la formation. Par contre, je dirais toujours que nous avons, pour le type de programme qu'on a, le Bénin à un très bon niveau. Ah oui, je n'ai pas fait une autre école. Le Bénin a un très bon niveau. Mais seulement dans notre environnement, ce n'est pas seulement toujours utile. Il faut ajouter aussi l'enseignement traditionnel. Eh bien, les gars ne connaissent même pas les réalités. Il est de la Takura, il ne connaît pas les initiations. Il faut les initier. Et il faut sortir l'occultisme de l'initiation. L'initiation n'est pas que culturelle, c'est d'abord culturel et c'est une éducation à la vie. Il faut qu'on trouve un moyen d'utiliser ces genres de connaissances comme étant à la disposition de l'enfant. Alors, en dehors de l'agriculture que vous vantez tant, quelles devaient être les priorités, les domaines prioritaires des pays africains? Ben, le tourisme, par exemple. L'Afrique a beaucoup de choses à faire découvrir aux autres. Mais nos arts culinaires, par exemple. Ben, je prends le attiéké. Est-ce que vous savez aujourd'hui que la Chine est devenue la première productrice d'attiéké au monde devant la Côte d'Ivoire? On devrait protéger nos techniques culinaires pour que la Chine
ne les copie pas. Mais le kanté, le tissu, pardon, qu'on trouve chez les Ashanti, ben les Chinois ont commencé par les produire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire ici. Je vous ai dit qu'il y a 7 fonctions. Mais construire nos bâtiments. On les construit dans un paradigme où, si tu n'as pas la climatisation, tu vas mourir de chaleur. Mais il faut construire en tenant compte de nos réalités. Maintenant, il faut que nous valorisions nos artistes, par exemple, qui ont beaucoup à offrir. Mais regardez, les États-Unis font les films sur les Amazones. Les Amazones, on les connaît où? C'est en Afrique. Si on avait protégé cette notion-là, toute personne qui fait un cinéma sur les Amazones doit nous donner 10%, 15% de royalties sur ce que ça rapporte. Voilà. Alors, dites-nous également, Monsieur Corvi, depuis que vous intervenez auprès des chefs d'État, avez-vous l'impression que vous êtes écouté? Bon, on ne va pas juger si les chefs d'État écoutent ou pas, ce n'est pas important. Oui, c'est vous qui voyez avec que... J'ai dit, ce n'est pas important. Parce qu'il y a des chants qu'on n'entend pas en public. Parce qu'il faut des prérequis pour comprendre certaines choses. Il y a des chefs d'État qui ont compris, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que la théorie a été discutée, et il y a une partie de leur pensée qui transparaît dedans. Il y a d'autres, je dois avouer que ça a été la catastrophe. Alors, vous voulez que j'en parle ici? Il faut que je garde ma tête sur mon pouls, n'est-ce pas? Alors, revenons très rapidement sur vos propos tout à l'heure. Vous avez dit avoir demandé et obtenu l'organisation du PADEP 2023 en Guinée équatoriale. Pourquoi avoir choisi Malabo? J'ai choisi Malabo d'abord parce que Malabo remplit les conditions d'infrastructure pour un tel événement. J'ai choisi Malabo aussi parce que les idées du président Obiangema Bazogo transparaissent dans l'économie fondamentale. J'ai choisi enfin Malabo parce que je veux promouvoir, ma foi, la capacité économique de la Guinée équatoriale, qui offre beaucoup de choses. Et je sais organiser PADEV quelque part. 200, cette fois-ci à Kigali, on était 250. 250 personnes venant de 22 pays. Opérateurs économiques qui ont un niveau donné, mais tous ont dormi dans les hôtels. Ça fait de l'argent pour le pays. Nous avons mangé. D'autres ont même cherché des femmes parce qu'elles sont belles comme le jour. Bon, ça n'a pas été mon cas, enfin. Je suis un homme fidèle, moi. Donc, c'est de l'argent aussi qu'ils ont laissé dans le pays. Donc, ça va impacter l'économie de la Guinée équatoriale, l'image de la Guinée équatoriale et enfin l'image de leader panafricain du président Obiangema Bazogo. Alors, Bertin Corvi, c'est le moment de présenter votre trophée à nos internautes et leur dire ce que vous avez à leur dire. Ah oui, mais j'ai oublié. Ça, c'est... Voilà. C'est par rapport à ce que je fais, par rapport à l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et je suis très fier de ce prix que je veux bien dédicacer à tout le peuple béninois, à tous ceux qui m'ont inspiré, au président Mathieu Kérékou, au président Yahi Boni, chacun a participé à ce que je suis devenu, au président Soglo, au président, comment il s'appelle, Patrice Talon, bref, au président Manga. Eh bien, nous sommes ce que nous sommes parce que chacun a apporté un peu de la connaissance dans nos cerveaux. Et je voudrais dédicacer ce prix à mon feu père Corvi Honoré, à ma mère Dossa Joséphine, et Sigaba Mero, et enfin, ma foi, à mon premier maître OCI, maître Moïbi, à Savé. Voilà, donc, vous pouvez regarder. Je ne sais pas si la lumière permet que cela transparaisse bien, mais voilà, merci beaucoup. Docteur Corvi. Vous voulez que je vous laisse le prix? C'est aussi une fierté pour FES Afrique. Ah, ok. Non, mais FES Afrique mérite vraiment un prix. Et je voudrais sincèrement vous remercier. Je remercie votre promoteur, Wilfried Quintosu, je vais y arriver. Ce n'est pas l'argent, ce que vous m'avez donné. C'est l'assistance technique et la reconnaissance. Et chaque jour, il m'appelait à Kigali pour me dire, Bertin, ça ira. Si les Béninois ne savent pas ce que tu fais, le monde saura ce que tu fais. Et nous, à FES Afrique, on n'a pas d'argent, mais on va t'accompagner, au moins sur le plan des médias. Et je te remercie sincèrement. Merci. Encore, merci. Et nous voulons que l'État fasse autant. Mais j'avoue que je viens
de quitter le ministre Gaston Dossoui, qui m'a reçu, qui m'a encouragé et qui m'a dit « Tu fais la fierté du Bénin ». Quand le ministre Abdoulaye Biakane va rentrer de son village, je le verrai. Avant de son voyage, je me dis, je le verrai. Et je vais voir le président Patrice Talon et le lui présenter officiellement au nom du peuple béninois avant d'aller à l'étranger présenter ce prix à d'autres chefs d'État. Enchaînez en même temps avec votre mot de la fin. Alors, chers Africains, je vous dis merci de tout le soutien que vous m'avez toujours apporté. C'est vrai pour la multiplication, non la multiplication de mon image sur les réseaux sociaux. Je fais de la provocation parfois. Je suis psychologue de la communication. Et j'ai promis à des amis et à mon épouse que je vais cesser ce type de communication désormais. Étant entendu que je porte un prix africain, vous me verrez un peu plus sérieux et moins sur de la provocation. Je vous remercie. Et ici, je voudrais inviter une fois encore la présidence de la République, les ministères à communiquer avec First Afrique. Wilfried Kentosu, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché aujourd'hui en termes de Web TV. Et si vous voulez qu'ils continuent d'acheter du matériel qu'ils ont, nous devons communiquer en leur signant des contrats. C'est aussi simple que cela. Je vous remercie. Merci, Bertin Conville. C'est tout pour ce Sans Détour. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, chers internautes. Fin de Sans Détour. Portez-vous bien.